Mes parents étaient furieux quand ma sœur est tombée enceinte. Mon père a crié « Tu n'es plus ma fille ». Ma mère a hurlé « Dehors ». Je l'ai recueillie et j'ai décidé de prendre soin d'elle. 3 ans plus tard, mes parents ont soudainement débarqué. Ils se sont figés quand ils ont appris la vérité sur l'enfant. Comment est-ce possible? Bonjour, je m'appelle Daniel Fournier, 33 ans, ingénieur logiciel, vivant dans une petite ville de l'Isère où des collines verdoyantes embrassent des routes étroites et où tout le monde se connaît. De celui qui vient d'acheter une nouvelle voiture à celui qui a oublié de verrouiller sa porte arrière. Je ne suis pas du genre à aimer raconter l'histoire de ma vie, mais si vous lisez ceci, vous êtes probablement curieux de savoir pourquoi je suis assis ici à écrire ces lignes tard dans la nuit avec le bruit du vent soufflant à travers la fenêtre, me rappelant les jours passés. Des jours où ma famille, ou plus précisément, ma sœur cadette Léa et moi, nous avions tout. Cette ville, Voiron, est si petite qu'on pourrait la traverser à pied en moins d'1 heure. Pourtant, elle a un charme étrange, comme si le temps était bloqué quelque part entre des rangées de pommiers et des rivières scintillant sous le soleil. Je vis dans un petit appartement au 2e étage avec un balcon donnant sur la rivière Isère. L'appartement n'est pas grand, mais il suffit à contenir ce dont j'ai besoin. Un bureau encombré de papier et mon ordinateur portable, un vieux fauteuil que j'ai trouvé à un marché aux puces, et une bibliothèque remplie de manuels techniques et de quelques romans que je n'ai jamais fini de lire. Ma vie, si je devais la décrire, est probablement une série de jours répétitifs. Se réveiller le matin, faire du café, écrire du code, assister à des réunions en ligne avec l'équipe de Grenoble, puis rentrer à la maison le soir pour regarder un film ou faire défiler les réseaux sociaux. Simple. Mais j'aimais ça. Ou du moins je pensais que j'aimais ça jusqu'à ce que tout change. J'ai grandi dans une famille que de l'extérieur, tout le monde considérait comme parfaite. Mes parents, Bernard et Catherine Fournier, étaient le genre de personnes que toute la ville respectait. Mon père était comptable, toujours habillé en costumes impeccables, avec une voix profonde et stable comme la pierre. Ma mère était professeure de littérature au lycée, donnant des cours inspirants sur Shakespeare ou Hemingway. Mais à la maison, elle était une femme stricte qui mettait toujours l'honneur de la famille au-dessus de tout le reste. Ils n'étaient pas le type de parents qui serraient leurs enfants dans les bras ou disaient « je t'aime ». Pour eux, c'était quelque chose d'extravagant, d'inutile. Dans notre maison, l'amour se manifestait par des dîners de famille ponctuels, des rappels pour faire les devoirs, et des règles incassables. Pas de réponse, rien qui puisse faire jaser les voisins, et surtout, ne pas déshonorer la famille Fournier. En tant qu'aîné, je suppose que cela faisait de moi celui qui devait porter le poids des attentes invisibles. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à faire les choses correctement. Obtenir d'excellentes notes, jouer au football au lycée, obtenir un diplôme universitaire en génie logiciel, et trouver un emploi stable. Je n'étais pas un génie, mais j'étais travailleur. Et je savais comment rendre mes parents fiers. Mais celle qui a vraiment capturé mon cœur dans cette maison, ce n'était pas mes parents. C'était Léa, ma petite sœur. Léa a 5 ans de moins que moi. Je me souviens encore du jour où ma mère l'a ramenée de l'hôpital. Si petite avec de grands yeux ronds et des cheveux blonds dorés. Je me tenais dans le coin du salon, regardant mes parents se sourire. Un sourire rare que je voyais à peine par la suite. Léa a grandi comme une douce brise, douce et gentille, mais avec une résilience que je n'ai remarquée qu'en vieillissant. Elle était toujours à l'écoute, savait toujours comment me faire rire. Même quand papa venait de me gronder pour avoir cassé une vitre ou avoir eu un C en chimie, je me blottissais avec elle dans sa petite chambre, et tout semblait aller mieux. Je lui ai appris à faire du vélo, à fabriquer des cerfs-volants avec de vieux journaux, et à se cacher dans le jardin quand maman était en colère. Nous étions une équipe quoi qu'il arrive. Mais notre famille n'était pas aussi parfaite qu'il y paraissait. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à remarquer les fissures. Les soirs où mes parents pensaient que je dormais, je les entendais se disputer. Pas de grandes disputes bruyantes, mais des murmures froids et tranchants comme des couteaux coupant l'air. J'ai entendu ma mère parler de vouloir partir, de vouloir la liberté. J'ai entendu mon père répondre, la voix lourde, disant qu'elle ne pouvait pas faire ça par souci d'honneur, pour nous, pour Léa et moi. Je ne comprenais pas entièrement, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Un soir, j'ai vu ma mère assise seule dans la cuisine, tenant un verre de vin, les yeux rouges. Je n'ai pas osé demander. Je suis juste retourné discrètement dans ma chambre. Plus tard, j'ai surpris une conversation où elle disait à une amie au téléphone qu'elle avait voulu divorcer, mais qu'elle était restée pour le bien des enfants. Je ne savais pas si cela me rendait reconnaissant ou coupable.
Peut-être les deux. Heureusement, Léa était trop jeune pour remarquer ces choses, mais elle était assez sensible pour sentir la tension dans la maison. Une fois, quand elle n'avait que 7 ans, je l'ai trouvée recroquevillée dans sa chambre, serrant sa poupée préférée, me demandant, « Daniel, pourquoi maman ne sourit plus ?» Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste caressé sa tête et dit, « Maman est juste fatiguée. Si tu es sage, elle sourira à nouveau. » Je n'étais pas sûr de croire mes propres mots. Malgré les ombres dans notre maison, Léa et moi trouvions des moyens de nous rendre heureux. Nous avions nos petits secrets, comme se faufiler des cookies dans la cuisine à minuit ou faire semblant d'être malade pour sécher l'école et regarder des dessins animés toute la journée. Je me souviens quand Léa avait 10 ans, elle a perdu le bracelet en argent que maman lui avait donné pour son anniversaire. Elle a pleuré à chaudes larmes, terrifiée par la réprimande de maman. J'ai passé toute la journée à chercher dans la maison et je l'ai finalement trouvé sous le canapé. Quand je le lui ai rendu, ses yeux se sont illuminés comme si je venais de sauver le monde. « Tu es mon super-héros », a-t-elle dit, et j'ai ri. Mais à l'intérieur, je pensais, si j'étais un super-héros, j'emmènerais toute notre famille quelque part où tout le monde souriait davantage. Quand je suis allé à l'université, Léa avait 13 ans, commençant à devenir une jeune femme. Elle était toujours douce, mais commençait à avoir ses propres pensées, ses propres rêves. Elle a dit qu'elle voulait être infirmière pour aider les autres, parce que les gens ont besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux quand ils sont au plus faible. J'étais fier de Léa, mais j'étais aussi inquiet. Je savais que nos parents n'accepteraient pas facilement tout ce qui sortait de leur plan. Ils voulaient qu'elle étudie le droit ou des domaines commerciaux avec un avenir. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai choisi de retourner à Voiron, près de ma famille. Mon emploi après l'école était décent avec un salaire suffisant pour vivre confortablement et économiser un peu. J'aimais être près de Léa, l'entendre parler de l'école, de ses nouvelles amies, et de son rêve de devenir infirmière. Chaque week-end, je rentrais dîner chez mes parents et Léa. Ces dîners étaient toujours un peu gênants. Papa parlait du travail. Maman posait des questions sur les projets d'avenir. Et j'essayais d'alléger l'atmosphère avec des histoires drôles sur mes collègues. Léa était généralement silencieuse, souriant et hochant la tête. Mais ses yeux trouvaient toujours les miens comme pour dire, « Tu me comprends, n'est-ce pas ?» Tout semblait bien aller jusqu'au jour où Léa, à 22 ans, en dernière année d'école d'infirmière, m'a envoyé un message. Court, mais suffisant pour faire battre mon cœur. « Daniel, il faut que je te voie. Ne dis rien à maman et papa. » J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Léa n'était pas du genre à exagérer, et le ton de son message m'a glacé le sang. Je l'ai appelée tout de suite, mais elle n'a pas répondu, me textant seulement en retour, « Ce soir, au café sur la rue des Érables. » Ok. Ce soir-là, je suis allé au café sur la rue des Érables, attendant Léa avec un latte qui avait refroidi. Les faibles lumières de la rue jetaient une lueur floue sur le trottoir mouillé après la pluie de l'après-midi, reflétant de faibles traînées de lumière jaune. Mon cœur battait fort, non pas à cause du café, mais à cause du message de Léa. Ne dis rien à maman et papa. Ces mots ne cessaient de résonner dans ma tête comme un disque rayé. La porte du café a tinté et Léa est entrée. Elle portait un manteau de laine trop grand, ses cheveux blonds attachés haut, mais ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré toute la journée. Elle s'est assise en face de moi, ses mains serrées l'une contre l'autre, évitant mon regard. J'ai voulu demander tout de suite, crier et exiger de savoir ce qui se passait, mais je connaissais Léa. Elle avait besoin de temps pour s'ouvrir. L'air entre nous était lourd, rempli seulement par la musique acoustique douce des haut-parleurs du café et le murmure de quelques clients dans le coin éloigné. « Léa », ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. « Tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est mordu la lèvre, ses yeux clignant rapidement comme pour retenir ses larmes. Puis elle a levé les yeux, la voix tremblante, presque un murmure. « Daniel, je suis enceinte. » Le monde autour de moi semblait s'arrêter. J'ai fixé Léa, cherchant le moindre signe que c'était une blague, qu'elle allait éclater de rire et dire « Je plaisante ». Mais non, ses yeux étaient pleins de larmes, ses lèvres serrées, et je savais que c'était vrai. J'ai voulu dire quelque chose, n'importe quoi. Mais ma gorge était serrée. Je suis resté assis là, tenant toujours la tasse comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de sombrer dans la panique. « De combien ?» ai-je finalement réussi à dire, ma voix comme si je venais de courir 1 kilomètre. J'ai essayé de rester calme, mais mon esprit était une tempête. Léa était enceinte. Ma petite sœur,
la fille qui se faufilait des cookies avec moi à minuit, était assise ici à me dire qu'elle allait être mère. Léa a baissé les yeux, ses mains se tordant l'une contre l'autre. 5 mois, a-t-elle dit, la voix si douce que j'ai dû me pencher pour entendre. Je ne sais pas quoi faire, Daniel. J'ai peur. 5 mois, ai-je répété, la voix plus forte que prévu. Je n'étais pas un expert en grossesse, mais j'en savais assez pour comprendre que 5 mois n'était pas une découverte récente. Léa, pourquoi as-tu gardé ça secret si longtemps? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Elle a levé les yeux, les larmes coulant sur ses joues. J'avais trop peur. Je pensais pouvoir m'en sortir seul, mais ensuite c'est devenu trop lourd. Alexandre, Sa voix s'est brisée et elle a couvert son visage, ses épaules secouées par les sanglots. Alexandre, j'ai froncé les sourcils, essayant de me rappeler ce nom. Alexandre Dubois. Je l'avais rencontré une fois quand j'avais déposé Léa à sa résidence universitaire. Un grand gars aux cheveux blonds et au sourire confiant, comme si le monde lui appartenait. Étudiant en finance, parlant toujours de grands projets. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'aimais pas, qu'en est-il d'Alexandre? Il est au courant. Léa a hoché la tête lentement, chaque hochement semblant douloureux. Je lui ai dit il y a 2 mois. Au début, il a dit qu'il resterait, qu'on trouverait une solution, mais ensuite il a disparu. Pas de SMS, pas d'appel. J'ai entendu dire par une colocataire qu'il a déménagé à Lyon pour un travail dans une start-up. Il m'a quitté. Elle a fait une pause, prenant une profonde respiration. Il ne veut pas du bébé. Une vague de chaleur m'a envahi, comme si mon sang bouillait. Alexandre, cet arrogant, avait abandonné Léa, ma sœur, la personne la plus gentille et la plus douce que je connaissais. J'ai voulu me lever, rouler directement jusqu'à Lyon, le trouver et lui donner un coup de poing. Mais en regardant Léa, si petite et fragile, je savais que ma colère ne résoudrait rien. Ok, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable, bien que mes mains tremblent. On va s'en sortir. Tu n'es pas seul. Je suis là. J'ai tendu la main, prenant la sienne. Sa main était glacée, mais elle a serré en retour comme si j'étais sa bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Daniel, je ne veux pas avorter, dit Léa, sa voix plus ferme, bien que toujours tremblante. Je sais ce que les gens penseront, ce que maman et papa penseront, mais je ne peux pas. C'est mon bébé. J'ai hoché la tête, bien que mon esprit soit un fouillis emmêlé. Je ne savais pas quoi faire. Comment aider Léa à traverser cela? Mais je savais une chose. Je ne pouvais pas la laisser y faire face seule. Alors on gardera le bébé, ai-je dit, comme si c'était la chose la plus évidente. Mais Léa, tu dois en parler à maman et papa. Ils doivent savoir. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de panique. Non, tu ne comprends pas. Ils vont me tuer. Ils ne me pardonneront jamais. Tu sais comment ils sont. Je savais, Dieu, je savais que trop bien. Nos parents avec leurs règles de fer mettaient toujours l'honneur de la famille au-dessus de tout. Une fille enceinte hors mariage à 22 ans dans une petite ville comme Voiron où les gens jassaient plus qu'ils ne buvaient leur café du matin. Ce n'était pas juste un scandale. C'était une tâche qu'ils considéraient comme indélébile. Mais je savais aussi qu'on ne pourrait pas le cacher éternellement. Léa l'avait gardé secret pendant 5 mois, et son ventre allait bientôt trahir la vérité. J'ai serré sa main, essayant de lui donner de la force. Je n'étais pas sûr d'en avoir. Léa, écoute-moi, ai-je dit, ma voix basse, essayant de la calmer. On ne peut pas cacher ça éternellement. Ils le découvriront tôt ou tard. Il vaut mieux qu'ils l'entendent de toi que d'un voisin indiscret. Je serai là avec toi, d'accord? Je ne te laisserai pas y faire face seule. Elle me regarda, ses yeux brillants de larmes, cherchant une lueur d'espoir. Tu promets, murmura-t-elle. Je promets, répondis-je. Bien que ma propre peur ne soit pas moindre que la sienne, je pouvais imaginer le visage de papa, la façon dont il pincerait les lèvres, ses yeux aussi tranchants que des couteaux. Je pouvais entendre la voix de maman, ne criant pas, mais chuchotant des mots qui coupaient plus profondément que n'importe quel cri. Mais je ne laisserai pas Léa y faire face seule. Jamais. 2 jours plus tard, j'ai emmené Léa voir un médecin. Je ne voulais pas qu'elle y aille seule après ce qu'elle avait vécu avec Alexandre. Nous sommes allés dans une petite clinique en périphérie de Grenoble où personne ne nous connaissait. Léa est restée silencieuse sur le siège passager pendant tout le trajet,
ses mains caressant son ventre comme pour protéger le bébé du monde. Je l'ai regardé, forçant un sourire. Ça va aller, ai-je dit, mais ma voix manquait de la confiance que je voulais lui donner. Cet après-midi-là, j'ai conduit Léa chez nos parents, la maison blanche à 2 étages avec une clôture en bois que j'appelais autrefois ma maison. La maison avait l'air comme d'habitude avec son jardin soigneusement entretenu et la plaque de la famille Fournier près de la porte. Mais aujourd'hui, elle ne me semblait pas familière. Elle ressemblait à une forteresse, et nous étions des intrus. Nos parents étaient dans le salon quand nous sommes entrés. Papa était dans son fauteuil, lisant le journal, tandis que maman essuyait la table de la salle à manger, ses mouvements lents et délibérés comme toujours. Ils ont levé les yeux, légèrement surpris de nous voir tous les deux. Daniel. Léa. Qu'est-ce qui se passe, vous deux, à venir comme ça, demanda maman, la voix douce mais teintée de suspicion. Léa se tenait près de moi, serrant mon bras fortement. J'ai pris une profonde inspiration, cherchant les bons mots. Maman, papa, il faut qu'on parle. J'ai commencé, la voix plus tremblante que je ne voulais. C'est à propos de Léa. Papa a lentement plié le journal, ses yeux se rétrécissant. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, la voix basse comme la pierre. Léa a pris une inspiration, puis a dit, la voix tremblante mais claire, je suis enceinte. De 5 mois. Silence. Un silence lourd et tranchant, comme si l'air de la pièce avait été aspiré. Maman a arrêté d'essuyer la table, sa main serrant le chiffon, ses jointures blanches. Papa s'est redressé, ses yeux passant de la surprise à la colère. Quoi, a-t-il rugi, sa voix résonnant dans la petite pièce. Je suis désolé, a dit Léa, les larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas que cela arrive, mais je veux garder le bébé. Maman s'est avancée, le visage durci, les yeux aussi tranchants que des couteaux. Léa, te rends-tu compte de ce que tu as fait, a-t-elle dit, la voix basse mais froide. Tu as détruit l'honneur de cette famille. Que penses-tu que les voisins vont dire? Comment crois-tu que nous pourrons relever la tête? Papa a coupé court, la voix non moins douce. Léa, il faut arranger ça. Avorte maintenant. Léa a secoué la tête, les larmes tombant comme la pluie. Non, je ne le ferai pas. Je ne peux pas, tu ne peux pas. Papa s'est levé brusquement, la voix comme le tonnerre. Tu n'as pas le choix. Tu as déshonoré cette famille, et maintenant tu oses me répondre? Je ne pouvais plus rester silencieux. Je me suis mis devant Léa comme si je pouvais la protéger de leurs mots tranchants. Léa n'a rien fait de mal. Elle essaie de faire ce qui est juste. Vous ne voyez pas ça? Maman m'a regardé, les yeux pleins de déception. Daniel, tu la défends. Sais-tu ce que cela va nous faire? Elle doit réparer sa faute ou nous ne serons plus la famille Fournier. La famille Fournier? J'ai ricané, bien que mon cœur saignait. La famille signifie se soutenir mutuellement, pas sauver les apparences. Léa a besoin de nous, et vous lui tournez le dos. Papa m'a montré du doigt, le visage rouge de rage. Ne me donne pas de leçons sur la famille, Daniel. Si elle veut garder cette chose, elle n'est plus ma fille. Sortez de cette maison. Maintenant. Léa sanglotait, s'accrochant à moi. J'avais l'impression que mon cœur était écrasé, mais je ne pouvais pas la laisser craquer. Très bien, ai-je dit, posant ma main sur l'épaule de Léa et la guidant vers la porte. Si vous jetez Léa dehors, vous me jetez dehors aussi. Nous nous débrouillerons seuls. La porte a claqué derrière nous, le bruit résonnant comme un jugement final. Léa sanglotait dans la voiture et j'ai démarré, retenant mes propres larmes. Je ne savais pas ce que nous allions faire ensuite, mais je savais une chose. Léa et son bébé étaient ma famille, et je ferais tout pour les protéger. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar. J'ai installé Léa dans mon appartement, un espace exigu conçu pour une seule personne. Je lui ai donné la chambre et j'ai dormi sur le canapé. Je suis passé au télétravail, prenant quelques projets en freelance pour couvrir les dépenses. Léa sortait à peine de la chambre, restant assise, caressant son ventre, les yeux vides. J'essayais de la faire rire, lui racontant de vieilles histoires sur les nuits où nous nous faufilions des cookies, mais elle ne parvenait qu'à un faible sourire, comme si sourire était un fardeau en soi. Les voisins commençaient à remarquer. Madame Lefebvre d'en bas, qui apportait toujours des cookies aux nouveaux voisins, commença à me regarder avec des yeux curieux. « Daniel, votre sœur va bien ?» demanda-t-elle une fois, la voix pleine de curiosité.
J'ai juste souri, disant que Léa se reposait, mais je savais que les rumeurs avaient commencé. À Voiron, les secrets ne restaient pas secrets longtemps. J'ai commencé à apprendre sur les soins aux nouveau-nés, lisant des livres que je n'aurais jamais pensé toucher. J'ai appris à mélanger le lait infantile, à changer les couches et à tenir un bébé correctement. Chaque soir, je m'asseyais avec Léa, lui racontant ce que j'avais lu, essayant de la convaincre que nous pouvions y arriver. Mais parfois, après qu'elle s'était endormie, je m'asseyais seul sur le balcon, regardant la rivière Isère, me sentant comme si je me noyais. Je n'étais plus seulement un frère. J'étais un protecteur, un aidant, et je n'étais pas sûr d'être assez fort. Les mois qui suivirent furent une succession interminable de longues journées. Je travaillais du matin jusqu'à tard dans la nuit, codant sur mon ordinateur portable pendant que Léa dormait ou s'asseyait tranquillement dans le fauteuil, lisant des livres d'infirmière. J'ai pris plus de projets en freelance, de petits boulots qui suffisaient à couvrir le loyer, les frais médicaux et ce dont Léa avait besoin. Je ne me plaignais pas, mais il y avait des nuits où mes yeux piquaient à force de fixer l'écran trop longtemps, et j'avais l'impression de courir un marathon sans ligne d'arrivée. Léa l'a remarqué. Une fois, elle est sortie de la chambre avec une tasse de thé chaud et l'a posée devant moi. « Daniel, tu n'as pas à tout faire » a-t-elle dit, la voix douce, mais teintée d'inquiétude. « Je peux trouver un travail à temps partiel. » Non, je l'ai coupé, peut-être un peu plus durement que je ne le voulais. « Tu as besoin de te reposer. Laisse-moi m'en occuper. » Elle m'a regardé, les yeux brillants, puis a hoché la tête. Mais je savais qu'elle se sentait coupable. Je détestais ça. Détestais qu'elle pense être un fardeau. Mais je ne savais pas comment lui faire comprendre que pour moi, elle et le bébé étaient la raison pour laquelle je continuais. La communauté autour de nous ne facilitait pas les choses. Voiron est une petite ville, et les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre. J'ai commencé à remarquer des regards curieux quand j'allais à l'épicerie. Des murmures derrière mon dos quand j'achetais du café. C'est le frère de la fille enceinte hors mariage, j'ai entendu quelqu'un dire au magasin. Leur voix était un mélange de curiosité et de jugement. Je faisais semblant de ne pas entendre, mais chaque mot était comme un petit couteau coupant ma fierté. Je me fichais de ce qu'ils pensaient de moi, mais quand ils regardaient Léa, quand elle poussait un caddie au supermarché, son ventre de grossesse visible sous son pull, je voyais la façon dont ils se détournaient comme si elle était quelque chose de honteux. J'ai voulu leur crier qu'ils ne savaient rien d'elle, de nous. Mais j'ai juste serré les poings, gardé le silence, et serré la main de Léa plus fort. Léa le sentait aussi. Elle sortait moins, restant souvent dans l'appartement les fenêtres fermées. « Je ne veux pas qu'il me regarde comme ça », a-t-elle dit une fois quand je lui ai demandé pourquoi elle ne venait pas se promener avec moi. « Je ne veux pas qu'il pense que je suis une erreur. » Je l'ai serrée dans mes bras, essayant de lui dire qu'elle n'était pas une erreur, qu'elle était la personne la plus forte que je connaissais. Mais mes mots ne semblaient pas suffire à effacer la douleur dans ses yeux. Tout le monde ne nous tournait pas le dos, cependant. Madame Lefebvre, la voisine d'en bas, a commencé à apparaître avec des récipients de nourriture faite maison, de la soupe à la citrouille, du pain grillé, parfois une assiette de cookies. La jeune fille a besoin de bien manger, a-t-elle dit, faisant un clin d'œil à Léa. Pour la première fois, Léa a souri. Un vrai sourire, et j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que le monde entier n'était pas contre nous. Quand Léa a atteint son 8e mois, tout est devenu plus réel que jamais. Je l'emmenais à des contrôles réguliers, et le médecin a dit que le bébé se développait bien, mais que Léa avait besoin de plus de repos car elle montrait des signes de fatigue. J'ai essayé de lui faciliter les choses, cuisinant des repas simples, achetant des oreillers supplémentaires pour qu'elle dorme confortablement, même apprenant à lui masser les pieds quand elle se plaignait de douleur. Mais Léa devenait plus anxieuse. « Daniel, et si je n'y arrive pas ? Et si je ne suis pas une bonne mère ?» a-t-elle demandé une nuit alors que nous étions assis sur le canapé à regarder un vieux film auquel aucun de nous ne prêtait vraiment attention. « Tu seras une mère merveilleuse, » ai-je dit, lui prenant la main. « Tu aimes déjà ce bébé avant même qu'il ne soit né. C'est ça qui compte le plus. » Elle a souri, mais je savais qu'elle avait toujours peur. J'avais peur aussi, mais je n'osais pas le dire. J'avais peur de ne pas être assez fort, d'échouer envers Léa, le bébé et moi-même. Le jour où Léa a accouché est arrivé inopinément, un matin pluvieux d'octobre. Je codais quand je l'ai entendu appeler de la chambre. Sa voix était paniquée. « Daniel, je crois que c'est le moment. » J'ai failli laisser tomber mon ordinateur portable, mon cœur battant la chamade alors que je me précipitais.
Léa était assise sur le lit, le visage pâle, serrant son ventre. Ça fait mal, a-t-elle murmuré. Je ne me souviens pas clairement de ce que j'ai fait dans les minutes qui ont suivi. Tout était flou. J'ai aidé Léa à monter dans la voiture, j'ai conduit comme un fou à l'hôpital, essayant de rester calme pendant qu'elle respirait lourdement et me serrait la main. Je suis là, je répétais comme un mantra. Bien que je tremblais moi-même. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les infirmières ont rapidement emmené Léa en salle d'accouchement. J'ai voulu y aller avec elle, mais on m'a dit d'attendre dans le couloir. Je me suis assis sur une chaise en plastique dur, fixant l'horloge murale, les secondes s'écoulant, chaque seconde s'étirant comme une heure. J'ai pensé à nos parents. Ils n'avaient toujours pas donné de nouvelles. Pas un seul appel, pas un seul message. J'avais appelé maman quelques jours après qu'ils aient mis Léa dehors, espérant qu'il changerait d'avis, mais elle avait juste dit sèchement, quand Léa réparera son erreur, elle pourra revenir. J'avais raccroché sans un mot de plus. Mais maintenant, avec Léa en salle d'accouchement, j'ai voulu les appeler, crier au téléphone qu'ils rataient le moment le plus miraculeux de leur vie. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté assis là à prier, bien que je ne sois pas sûr à qui je priais. Après 3 longues heures angoissantes, une infirmière est sortie en souriant. Elle a accouché, un petit garçon en bonne santé. Je me suis levé, les jambes tremblant tellement que j'ai failli tomber. Puis-je entrer, ai-je demandé, la voix brisée. L'infirmière m'a conduit à la chambre. Léa était allongée sur le lit, trempée de sueur, mais radieuse. À côté d'elle se trouvait un petit paquet enveloppé dans une couverture blanche, les yeux bien fermés. « Lucas » a murmuré Léa, me regardant. Je l'ai appelé Lucas. Je me suis approché, ne sachant pas quoi faire. L'infirmière m'a tendu Lucas et je l'ai tenu doucement, peur de casser quelque chose d'aussi précieux. Il était si petit, si chaud. Et en le regardant, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si le monde entier s'était réduit à moi, Léa et Lucas. J'ai coupé le cordon ombilical, les mains tremblant. Et quand l'infirmière m'a montré comment le tenir correctement, j'ai eu l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi-même. Les semaines qui suivirent furent un nouveau défi. Léa était faible après l'accouchement, et je suis devenu le principal soignant pour elle et Lucas. J'ai appris à changer les couches, à mélanger le lait infantile et à calmer Lucas quand il pleurait au milieu de la nuit. Certaines nuits, je ne dormais que 2 heures, jonglant entre le travail et la surveillance de Lucas pour que Léa puisse se reposer. J'étais épuisé, mais chaque fois que je voyais Lucas dormir, ses petites mains serrées en poing, je sentais que tout en valait la peine. Léa s'est lentement rétablie, et elle a recommencé à étudier les soins infirmiers grâce à des cours en ligne. Je la voyais assise devant l'ordinateur portable, prenant des notes soigneuses, bien que ses yeux soient encore fatigués. « Je veux faire ça pour Lucas », a-t-elle dit une fois quand je lui ai demandé pourquoi elle ne prenait pas une pause plus longue. « Je veux qu'il soit fier de sa maman. » En voyant Léa comme ça avec sa résilience tranquille, je me sentais à la fois fier et le cœur brisé. Elle essayait si fort malgré tout. Les regards jugeurs de la ville, le silence froid de nos parents et les cicatrices laissées par Alexandre. J'ai voulu lui dire qu'elle était déjà une mère incroyable, mais j'ai juste souri, lui ai tapoté l'épaule et suis retourné à mon travail, essayant d'empêcher que tout ne s'effondre. Le temps a passé en un clin d'œil. Lucas avait maintenant 3 ans, un petit garçon aux cheveux blonds dorés comme ceux de Léa et de grands yeux marrons curieux qui observaient le monde. Il était le centre de nos vies. Chaque matin, je me réveillais tôt pour préparer son biberon, jouant avec lui pendant que Léa étudiait. Ces moments où Lucas riait ou serrait mon doigt étaient la seule médecine qui m'aidait à oublier les nuits blanches et les factures qui s'accumulaient. Mais une chose me tirait le cœur. Lucas m'appelait papa. La première fois qu'il a dit cela, j'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Léa a ri, mais ses yeux portaient une trace de tristesse. « Il t'aime », a-t-elle dit. « Mais tu n'es pas. » Elle n'a pas fini, mais j'ai compris. Je n'étais pas le père de Lucas, même si j'avais fait tout ce qu'un père ferait. Notre vie, bien que difficile, s'était lentement stabilisée. Léa étudiait assidûment. J'ai continué à travailler en ligne, et les voisins, en particulier Madame Lefebvre, sont devenus des alliés inattendus. Elle apportait souvent de vieux jouets ou une assiette de cookies, toujours avec un commentaire, pour le petit, Daniel. « Tu te débrouilles très bien. » Ces petits mots m'ont aidé à continuer, mais au fond de moi, je ressentais toujours un vide. Nos parents n'avaient pas donné de nouvelles. J'ai essayé de leur rendre visite une fois, quand Lucas avait 1 an,
espérant qu'il s'adoucirait à la vue de leur petit-fils, mais papa s'est juste tenu à la grille, disant froidement, « Sors de ma vue. » Il n'est pas un fournier. J'ai fait demi-tour, serrant le volant, retenant mes larmes. Puis un soir, tout a changé. J'étais sur le canapé en train de consulter mes emails professionnels pendant que Léa donnait à manger à Lucas dans la cuisine. Mon téléphone a vibré avec un nouvel email. J'ai jeté un coup d'œil, m'attendant à un autre projet, mais le nom de l'expéditeur m'a glacé. De Alexandre Dubois. Alexandre. Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant la chamade. 3 ans. 3 ans depuis qu'il a abandonné Léa, la laissant seule enceinte de 5 mois. J'ai voulu supprimer l'email, faire comme s'il n'existait pas. Mais une partie de moi, la curiosité ou peut-être la colère, m'a poussé à cliquer. Daniel, l'email commençait. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. Je ne t'en veux pas, mais j'ai besoin de parler à Léa. Je veux voir elle et mon fils. J'avais tort et je veux arranger les choses. S'il te plaît, donne-moi une chance. Le sang m'est monté à la tête. Une chance ? Il pensait qu'il avait le droit de demander une chance après ce qu'il avait fait. Je me suis levé, arpentant le salon, essayant de réprimer ma rage. Léa est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, les yeux inquiets. « Daniel, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » J'ai hésité, ne sachant pas comment lui dire. Mais Léa n'était plus une enfant. Elle méritait la vérité. Alexandre a envoyé un email, ai-je dit, la voix sèche. Il veut te voir. Et Lucas. Léa s'est figée, son visage pâlissant. Elle s'est assise, les mains tremblantes. Qu'a-t-il dit, a-t-elle demandé, la voix à peine un murmure. Je lui ai tendu le téléphone, la laissant lire elle-même. Léa a parcouru l'email, ses lèvres serrées, ses yeux brillants. Il n'a pas le droit, a-t-elle dit, mais sa voix a tremblé. Après tout ça, il n'a pas le droit de revenir. Exactement, j'ai répondu, mon ton plus dur que je ne le voulais. Il t'a abandonné, Léa. Il ne mérite pas d'être le père de Lucas. Tu n'as pas à le voir. Puis j'ai aperçu une lueur d'hésitation dans ses yeux. Elle a regardé par la fenêtre où les lumières de la rue jetaient une lueur sur le trottoir mouillé. Mais peut-être que Lucas a besoin de savoir qui est son père, a-t-elle dit après un moment de réflexion. Ces mots ont sonné comme une gifle. Lucas avait besoin de connaître son père. J'étais là depuis 3 ans, changeant les couches, veillant la nuit, faisant tout pour maintenir cette famille unie. Mais je n'étais pas le père de Lucas, et bien que je détestais l'admettre, les mots de Léa m'ont fait mal. « Es-tu sûr ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. « Il t'a blessé, Léa. Qui dit qu'il ne le fera pas à nouveau ?» Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne sais pas, mais je dois penser à Lucas. Si Alexandre est vraiment désolé, peut-être qu'il mérite une chance de connaître son père. » Quelques jours plus tard, j'ai accepté de laisser Léa répondre à l'email d'Alexandre. Je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas la forcer. Léa a écrit un message court, poli mais froid, acceptant de rencontrer Alexandre dans un café à Grenoble. Un endroit neutre, Pavoiron, où les gens nous regarderaient et chuchoteraient. J'ai insisté pour l'accompagner, non pas parce que je voulais voir Alexandre, mais parce que je ne lui faisais pas confiance. Léa a accepté, mais j'ai vu l'incertitude dans ses yeux, comme si elle était prise entre deux mondes. Le jour du rendez-vous, j'ai conduit Léa à Grenoble, laissant Lucas avec Madame Lefebvre. Léa est restée presque silencieuse tout le trajet, ses mains serrées sur ses genoux. J'ai voulu lui dire quelque chose pour la réconforter, mais je ne savais pas quoi. Quand nous sommes arrivés au café, Alexandre était déjà là, assis dans un coin éloigné, portant un costume gris coûteux, loin de l'étudiant arrogant que j'avais rencontré autrefois. Il s'est levé quand il nous a vus, un sourire nerveux aux lèvres. « Léa, » dit Alexandre, la voix douce mais tendue. « Merci d'être venu. Daniel. » Il m'a salué de la tête, mais je n'ai pas répondu. Je me suis juste assis, bras croisés, le fixant. Alexandre a commencé à parler, la voix tremblante. Il a expliqué qu'après avoir quitté Léa, il a déménagé à Lyon et a travaillé pour une start-up technologique. L'entreprise a réussi et maintenant il était millionnaire, possédant un pantouse et une équipe d'employés. Mais il a dit que rien de tout cela ne le rendait heureux. J'avais tort, Léa,
a-t-il dit, baissant la tête. J'avais peur à l'époque. Je n'étais pas assez homme pour être un père. Mais j'ai changé. Je veux rencontrer mon fils. Je veux arranger les choses. Léa est restée silencieuse, serrant sa tasse de café. J'ai voulu l'interrompre, crier au visage d'Alexandre qu'il ne méritait pas ça, qu'il n'avait aucune idée de ce que nous avions traversé. Mais je suis resté silencieux, laissant Léa décider. Finalement, elle a levé les yeux, la voix froide, mais ferme. Alexandre, tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi. Tu penses que des excuses suffisent. Alexandre s'est agenouillé, en plein milieu du café, attirant les regards de quelques personnes. Je n'attends pas que tu me pardonnes tout de suite, a-t-il dit. Mais je veux faire mes preuves. Je veux rencontrer Lucas, faire partie de sa vie, et je veux rattraper ce que j'ai fait à vous deux. Il m'a regardé comme pour chercher mon approbation. J'ai senti mon sang bouillir. Rattraper ça, j'ai claqué. Tu penses que l'argent peut racheter les 3 années que Léa a dû endurer? Les 3 années où je l'ai regardé pleurer à cause de toi. Daniel, a dit Léa, posant une main sur mon bras, la voix douce mais ferme. Laisse-moi m'en occuper. J'ai serré la mâchoire et j'ai détourné les yeux. Alexandre a continué à parler, promettant de subvenir aux besoins de Lucas, d'assurer son avenir. Il a même dit qu'il avait engagé un avocat pour créer un fonds fiduciaire pour Lucas. Léa écoutait, mais je pouvais voir qu'elle était tiraillée. Elle n'était pas la jeune fille naïve qui aimait Alexandre autrefois, mais elle était une mère, et je savais qu'elle pensait à ce qui était le mieux pour Lucas. Dans les semaines qui suivirent, Léa a rencontré Alexandre encore quelques fois, toujours à Grenoble, et je l'ai toujours accompagné. Alexandre était patient, apportant des cadeaux pour Lucas, un ours en peluche, une petite voiture. Mais je remarquais comment Lucas s'accrochait à moi, m'appelant papa, et cela me brisait le cœur. Alexandre essayait de créer un lien avec Lucas, mais le garçon était trop jeune pour comprendre. Une fois, quand Alexandre a essayé de le prendre dans ses bras, Lucas a pleuré et a couru vers moi. J'ai vu les yeux d'Alexandre s'assombrir, mais il n'a rien dit. Léa hésitait. Daniel, je ne sais pas quoi faire, a-t-elle dit une nuit après que Lucas se soit endormi. Alexandre dit qu'il veut être un père. Il a de l'argent. Il peut donner à Lucas une meilleure vie. Mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Et je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, ai-je dit, lui prenant la main. Mais tu dois décider ce qui est le mieux pour Lucas. Pas pour Alexandre, pas pour moi, mais pour ton fils. Elle a hoché la tête, mais j'ai vu le conflit dans ses yeux. J'étais conflictuel aussi. J'avais passé 3 ans à être le père de Lucas, mais maintenant Alexandre était de retour avec de l'argent et des promesses. J'avais peur de perdre Lucas, de perdre Léa, mais je ne pouvais pas être égoïste. Je devais penser à eux. Les jours qui suivirent, j'ai essayé de vivre normalement, mais chaque fois que je voyais Lucas courir dans l'appartement, me prendre la main et m'appeler papa, mon cœur se serrait. Je savais que Léa envisageait l'offre d'Alexandre. Et bien que je détestais l'admettre, je comprenais pourquoi elle hésitait. Alexandre n'est pas revenu juste avec des excuses, il a apporté un avenir. Il a parlé d'un fonds fiduciaire pour Lucas, de subvenir aux besoins de Léa, et surtout, de vouloir être un père. Je pouvais détester Alexandre pour ce qu'il avait fait, mais je ne pouvais pas nier qu'il pouvait offrir à Lucas des choses que je ne pourrais jamais. Une vie stable, confortable, sans avoir à se soucier des factures ou des nuits blanches à cause du surmenage. Un après-midi, en rentrant du travail, Léa m'a appelé dans le salon. Elle était assise sur le canapé, Lucas somnolent sur ses genoux, tandis qu'Alexandre se tenait dans un coin, les mains dans les poches, l'air tendu mais déterminé. Daniel, commença Léa, la voix douce mais ferme. Alexandre a quelque chose à dire à nous deux. Je me suis assis, bras croisés, essayant de rester calme. Alexandre s'est éclairci la gorge, s'est avancé et a posé une pile de documents sur la table. Daniel, Léa, a-t-il dit, la voix stable mais claire. Je sais que je ne peux pas réparer les dommages que j'ai causés, mais je veux commencer. J'ai acheté une maison à Voiron, juste à côté de la rivière Isère. Elle vaut 1 million d'euros. Je veux la donner à vous 3. Léa, Lucas, et toi, Daniel. C'est un endroit où Lucas pourra grandir, où Léa pourra étudier et travailler, et où toi, Daniel, tu n'auras plus à te soucier du loyer. J'étais stupéfait, sans voix. Une maison? 1 million d'euros? J'ai regardé Léa,
voyant qu'elle était tout aussi choquée. Alexandre, tu es sérieux, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Il a hoché la tête, sortant un trousseau de clés de sa poche. J'ai signé les papiers. La maison est à vous. Je veux juste faire ce qui est juste. J'ai voulu refuser, dire que nous n'avions pas besoin de son argent, que nous nous étions très bien débrouillés sans lui pendant 3 ans. Mais j'ai regardé Léa, Lucas dormant paisiblement sur ses genoux. Et j'ai su que je ne pouvais pas laisser la fierté faire obstacle à leur avenir. Merci, ai-je dit, la voix sèche. Mais cela ne change pas ce que tu as fait. Alexandre a hoché la tête comme s'il s'attendait à ma réaction. Je sais, mais il y a une chose de plus. Il s'est tourné vers Léa, les yeux s'adoucissant. Léa, je veux qu'on recommence. Si tu veux bien de moi, je veux t'épouser. Un vrai mariage. Pour te donner de la respectabilité, pour donner à Lucas une famille complète. Je promets de passer ma vie à me racheter auprès de toi. Léa est restée silencieuse, sa main caressant doucement les cheveux de Lucas. Je la voyais lutter, tiraillée entre la douleur du passé et l'espoir pour l'avenir. J'ai voulu crier, lui dire qu'Alexandre n'était pas digne de confiance, qu'il pourrait l'abandonner à nouveau. Mais je n'ai rien dit. C'était la vie de Léa, la vie de Lucas, et je ne pouvais pas décider pour elle. Après de nombreuses nuits de réflexion, Léa m'a appelé sur le balcon où nous nous asseyions souvent, regardant la rivière Isère. « Daniel » a-t-elle dit, la voix douce mais résolue. J'ai pris ma décision. Je vais pardonner à Alexandre. Non pas parce que je l'aime encore, mais à cause de Lucas. Il mérite une famille, un avenir. Alexandre peut donner à Lucas des choses que toi et moi ne pouvons pas, j'ai hoché la tête, bien que mon cœur donnait l'impression d'être écrasé. Es-tu sûr, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Il t'a blessé une fois. Comment sais-tu qu'il ne le fera pas à nouveau? Je ne sais pas, a admis Léa, les yeux brillants. Mais je dois essayer pour Lucas et pour toi. Tu seras toujours la personne la plus importante pour moi et pour mon fils. Personne ne pourra te remplacer. J'ai serré Léa dans mes bras, cachant mes larmes. Je savais qu'elle avait raison. Lucas avait besoin d'une famille, d'un père, même si ce père n'était pas moi. Mais savoir cela n'atténuait pas la douleur. J'avais passé 3 ans à être le papa de Lucas. Et maintenant je devais apprendre à lâcher prise. Le mariage de Léa et Alexandre a eu lieu dans un hôtel luxueux de Grenoble, orné de fleurs blanches et de lumières scintillantes. Léa portait une robe de mariée blanche, ses cheveux blonds tressés avec art, ressemblant à une princesse. Lucas, dans un petit costume, courait dans la salle de réception, riant quand je le prenais dans mes bras. J'étais le témoin, debout à côté de Léa, souriant tandis que mon cœur se brisait. Alexandre, en smoking, ressemblait à un homme transformé, mais je ne pouvais toujours pas entièrement lui faire confiance. J'ai balayé la salle de réception du regard, espérant voir mes parents même au dernier rang, mais ils ne sont pas venus. J'avais envoyé une invitation avec une courte lettre disant que Léa commençait une nouvelle vie et qu'ils pourraient rencontrer leur petit-fils. Pas de réponse. Je suppose qu'ils ressentaient toujours de la culpabilité ou peut-être qu'ils s'accrochaient à leur fierté. Quelle que soit la raison, leur absence a fait plus mal que je ne l'attendais. Après le mariage, Léa, Alexandre et Lucas ont déménagé à Lyon où Alexandre avait un pantouse donnant sur le fleuve Rhône. Je les ai aidés à faire leurs bagages, essayant de ne pas laisser Lucas voir ma tristesse. Quand il m'a serré dans ses bras et a dit « Papa, je te reverrai bientôt, n'est-ce pas ?» j'ai juste hoché la tête, peur de parler au cas où ma voix se briserait. Je me suis installé dans la nouvelle maison qu'Alexandre nous avait donnée, une maison spacieuse à 2 étages près de la rivière Isère avec un jardin et de grandes fenêtres donnant sur les collines verdoyantes. Elle était plus belle que partout où j'avais vécu, mais elle semblait vide. Plus de rires de Lucas. Plus de soirées à parler avec Léa sur le canapé. Je continuais à travailler, à coder, mais chaque soir, assis seul dans le grand salon, je sentais qu'une partie de moi manquait. 1 mois après le mariage, un soir de pluie, la sonnette a retenti. J'étais surpris. Peu de gens rendaient visite à cette heure-là. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Mes parents se tenaient là, sous la faible lumière du porche. Maman. Ses cheveux argentés collés mouillés à son front, me regardaient avec des yeux rouges et fatigués, remplis d'une émotion que je n'avais jamais vue en elle. Le regret. Papa se tenait à côté d'elle, les épaules affaissées, son visage sévère maintenant vieilli de 10 ans. Daniel, a dit maman, la voix tremblante, presque noyée par la pluie.
Pouvons-nous entrer? J'ai hoché la tête, sans voix, la gorge serrée. Je les ai conduits dans le salon où la lumière jaune chaude éclairait les murs nus, soulignant le silence de la maison. Ils se sont assis sur le canapé, maman serrant la main de papa, leurs doigts entrelacés comme si elle puisait du courage en lui. Je me suis assis en face d'eux, serrant les accoudoirs, le cœur battant fort. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment, le jour où mes parents affronteraient ce qu'ils avaient fait. Mais maintenant que cela se produisait, je ne savais pas comment me sentir. Maman a pris une profonde respiration, les yeux brillants. Nous avons eu tort, Daniel, a-t-elle commencé, la voix brisée. Nous avons été trop durs, trop froids. Nous avons repoussé Léa et toi aussi. Nous pensions protéger l'honneur de la famille, mais nous avons perdu notre famille. Je suis désolé. Une larme a coulé sur sa joue, et elle a baissé la tête comme incapable de me regarder dans les yeux. Papa, toujours le stoïque, semblait étrangement petit. Il a hoché la tête, sa voix tremblante, chaque mot un effort. Nous avons lu ta lettre sur le mariage de Léa. Nous voulions venir la voir, rencontrer notre petit-fils, mais nous n'avons pas osé. Nous avions peur que Léa ne nous pardonne pas, que tu ne veuilles pas nous voir après ce que nous avons fait. Il a fait une pause, serrant la main de maman, et j'ai vu ses yeux s'embuer pour la première fois de ma vie. J'ai vu mon père pleurer. Je me suis assis silencieusement, les émotions m'envahissant comme une vague. La colère, la douleur, mais aussi une lueur de soulagement. Pendant des années, j'avais été furieux contre eux pour avoir tourné le dos à Léa, pour m'avoir laissé tout porter seul. Mais en les voyant là, deux personnes vieillissantes, pleines de remords, ma colère a fondu, remplacée par une profonde tristesse. Léa a pardonné à Alexandre, ai-je dit, la voix douce mais ferme. Et elle vous pardonnera. Elle est plus forte que vous ne le pensez. Et Lucas, il a besoin de ses grands-parents. Il mérite de connaître l'amour d'une famille. Maman a éclaté en sanglots, se précipitant vers moi, me serrant fort dans ses bras comme si elle avait peur que je disparaisse. Mon garçon, a-t-elle sangloté. Je t'ai fait du mal. Je ne voulais jamais. Papa s'est levé lentement, posant une main sur mon épaule, un geste maladroit mais lourd. Tu es un bon frère, Daniel, a-t-il dit, la voix tremblante. Et un père pour Lucas. Je suis fier de toi. Nous sommes restés là, enlacés, dans la pièce grande mais soudainement chaleureuse. La pluie tombait toujours dehors, mais son clapotis sonnait maintenant comme une berceuse, douce et réconfortante. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que ma famille n'était pas seulement des morceaux brisés. Nous pouvions guérir, pas à pas. Et bien que le chemin devant nous fût long, je savais que nous le marcherions ensemble. Après le départ de mes parents, je me suis rassis sur le canapé, la tasse de café maintenant froide toujours sur la table. La maison était silencieuse, remplie seulement par le bruit de la pluie et les battements de mon cœur, encore accélérés par ce qui venait de se passer. J'avais été en colère contre mes parents si longtemps, convaincu qu'ils ne changeraient jamais. Mais en voyant maman pleurer, en voyant papa, l'homme aussi inflexible que la pierre, trembler en s'excusant, j'ai senti une partie de moi s'alléger. Ils n'étaient pas parfaits, mais c'étaient mes parents, et ils essayaient de réparer les choses. J'ai pris mon téléphone, mes doigts hésitants sur l'écran. J'ai voulu appeler Léa pour lui parler de maman et papa, mais j'avais peur. Peur qu'elle ne veuille pas l'entendre, que les blessures qu'ils avaient causées soient trop profondes pour qu'elle pardonne. Mais ensuite j'ai pensé à Lucas, à son sourire radieux, et j'ai su que je devais essayer. J'ai composé son numéro, et après 2 sonneries, la voix de Léa est arrivée, chaleureuse et familière. Daniel, j'allais justement t'appeler. Lucas demandait après papa ce matin. J'ai souri, bien que mon cœur se serra au mot papa. Comment va le petit gars, ai-je demandé, essayant de garder un ton joyeux. Et toi? Comment ça va la vie à Lyon? Léa a ri, un son doux mais plein de vie. Lucas va très bien, Daniel. Il adore courir dans l'appartement, rendant Alexandre fou parce qu'il veut toujours jouer au super-héros. Et moi, j'étudie à nouveau. Et Alexandre, il est gentil avec moi. Daniel, je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse. L'appartement donne sur la fleuve Rhône, et chaque matin, Lucas se tient près de la fenêtre, pointant les bateaux et posant 1 million de questions. Je sens que les choses vont enfin bien. En entendant Léa parler, j'ai ressenti une vague de chaleur teintée d'une pointe de perte. Elle était heureuse, et c'est ce que j'avais toujours voulu. Mais une partie de moi regrettait encore les jours où il n'y avait que moi,
Léa et Lucas dans ce petit appartement exigu de Voiron, où nous étions le monde entier l'un pour l'autre. Je suis content pour toi, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Léa, j'ai quelque chose à te dire à propos de maman et papa. Silence. J'ai entendu Léa prendre une respiration, comme pour se préparer. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix plus basse. Ils sont venus chez moi ce soir, j'ai commencé à raconter tout. Comment ils se tenaient sous la pluie. Comment maman a pleuré. Comment papa a admis leurs erreurs. J'ai décrit le regret dans leurs yeux, les excuses que je n'aurais jamais cru qu'ils prononceraient. Quand j'ai eu fini, Léa est restée silencieuse pendant un long moment, et j'ai craint de l'avoir bouleversée. Finalement, elle a parlé, la voix tremblante. Je ne sais pas si je peux leur pardonner tout de suite, Daniel. Mais je me sens soulagé. Ce sont nos parents, et je ne veux pas que Lucas grandisse sans connaître ses grands-parents. Elle a fait une pause, puis a continué, la voix plus claire. Daniel, le réveillon approche. Je veux t'inviter, toi et maman et papa, à Lyon, chez nous avec Alexandre. Je veux que notre famille soit réunie, même si ce n'est que pour un jour. J'étais stupéfait, ne m'attendant pas à ce que Léa ouvre son cœur si rapidement. Tu es sûr, ai-je demandé. Il serait ravi. Mais tu n'as pas à te presser. Je suis sûr, a répondu Léa, la voix ferme. Lucas a besoin de savoir ce qu'est une famille, et je te veux là. Tu es la personne la plus importante pour moi et pour mon fils. J'ai souri, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. Je serai là, Léa, et j'amènerai maman et papa. Dans les semaines précédant le réveillon, j'ai repris contact avec mes parents. J'ai visité leur maison, la première fois depuis qu'ils avaient mis Léa dehors. La maison était la même avec sa clôture blanche et son jardin soigneusement entretenu. Mais cette fois, elle semblait plus chaleureuse. Maman a fait du thé. Papa s'est assis en face de moi, et nous avons parlé, pas seulement de Léa, mais des années passées, de choses que nous n'avions jamais dites. Tu as bien fait, Daniel, a dit papa une fois, ses yeux montrant une fierté que je voyais rarement. Tu as maintenu cette famille unie. Quand le réveillon est arrivé, j'ai conduit maman et papa à Lyon. Ils étaient silencieux tout le long. Maman tenant la main de papa, papa regardant par la fenêtre comme s'il se préparait à quelque chose de monumental. J'étais nerveux aussi, ne sachant pas comment Léa réagirait en les revoyant, ni comment Lucas réagirait en rencontrant ses grands-parents pour la première fois. L'appartement de Léa et Alexandre était au dernier étage d'un bâtiment luxueux avec de grandes fenêtres donnant sur le fleuve Rhône scintillant. Quand nous sommes entrés, l'odeur de dinde rôtie et de tarte à la citrouille remplissait l'air, se mêlant au rire de Lucas. Il a couru vers moi, criant « Papa !» avant de remarquer mes parents. Léa est sortie de la cuisine, portant une simple robe verte, mais rayonnante, avec Alexandre à côté d'elle, tenant une bouteille de vin et souriant maladroitement. « Bonjour, maman. »« Papa !» a dit Léa, la voix douce mais légèrement tremblante. Elle s'est avancée, a serré maman dans ses bras d'abord, puis papa. Maman a éclaté en sanglots immédiatement, tenant Léa fermement, murmurant des excuses. Papa est resté immobile, mais quand Léa l'a serré dans ses bras, j'ai vu ses épaules trembler. « Je suis désolé » a sangloté maman. « J'ai eu tort de te repousser. »« C'est fini, maman » a dit Léa, souriant à travers ses larmes. « Nous sommes ici maintenant, pour Lucas, pour la famille. » Lucas, curieux mais timide, se tenait derrière ma jambe, regardant ses grands-parents avec de grands yeux. Maman s'est agenouillée, ouvrant ses bras. « Bonjour, Lucas » a-t-elle dit, la voix étranglée. « Je suis ta grand-mère. » Lucas a hésité, puis a couru vers elle, l'a serrée dans ses bras, et la pièce a semblé s'illuminer de son rire. Le dîner du réveillon était une image de perfection. Nous nous sommes assis autour de la table avec de la dinde, de la purée de pommes de terre et de la tarte à la citrouille magnifiquement arrangée. Alexandre a parlé de son travail, essayant d'apaiser la tension, tandis que Léa partageait des histoires sur l'école et son rêve de devenir infirmière. Mes parents écoutaient, hochant la tête de temps en temps, et je les ai vus sourire. Des sourires sincères, pas forcés. Lucas s'est assis entre Léa et moi, mangeant et bavardant sur un bateau qu'il a vu dans la rivière, faisant rire toute la table. Alors que le dîner se terminait, nous nous sommes rassemblés autour de la cheminée, ces flammes crépitantes réchauffant la pièce. Léa a pris ma main, murmurant « Merci, Daniel. Sans toi, je ne sais pas où je serais. » J'ai serré sa main, ne disant rien parce que les mots ne pouvaient pas capturer ce que je ressentais.
Mes parents sont restés un jour de plus, jouant avec Lucas, parlant avec Léa, et pour la première fois, je les ai vus comme de vrais grands-parents. En se préparant à partir, maman m'a serré dans ses bras, disant « Tu nous as donné une deuxième chance, Daniel. Nous n'oublierons jamais ça. » Papa a juste hoché la tête, mais sa tape sur mon épaule en disait long. De retour à Voiron, je me suis assis sur le balcon de la nouvelle maison, regardant la rivière Isère scintiller sous le clair de lune. Notre histoire n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre, avec ses fissures, ses larmes et ses sourires. Léa et Lucas étaient heureux. Mes parents étaient de retour, et moi, bien que toujours silencieux, savais que j'avais fait la chose la plus importante. J'avais maintenu notre famille unie.